Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre un problème très intéressant. Il s'agit de déterminer tous les polynômes à coefficient réel vérifiant la relation P de cosinus de x égale à cosinus de P de x pour tout x réel. Donc, puisque l'égalité doit être vérifiée pour tout x élément de R, ça veut dire qu'en particulier, pour certaines valeurs dans R, nous pouvons déjà voir si on peut avoir un comportement de notre polynôme. Donc, cosinus étant une fonction connue, on peut essayer de regarder quelques valeurs particulières où nous avons la valeur de cosinus qui est connue. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si on prend x égale à 0, nous savons que le cosinus de 0, c'est égal à 1. Donc, on peut commencer par dire que P de 1 est égal alors à cosinus de P de 0 tout simplement. Vous voyez? Mais ici, on ne connaît pas exactement la valeur de P de 1, malgré que nous avons choisi une valeur particulière pour x, d'accord, étant donné qu'on connaît le cosinus de 0. Donc, on voit que le P de 1, certes, c'est quand même borné, d'accord, mais on ne connaît pas exactement sa valeur. Donc, qu'est-ce que ça nous donne comme truc là? On va changer de valeur, on va voir si nous pouvons trouver d'autres valeurs pour qu'on obtienne au moins des choses beaucoup plus concrètes. Regardez maintenant, par exemple, un point fixe de cosinus, c'est-à-dire une valeur telle que le cosinus ne change pas. Le cosinus de x donne par exemple x. Donc, je peux l'appeler par exemple alpha. Donc, si cosinus d'alpha, par exemple, égale à alpha, on dira que alpha est un point fixe ou un point invariant, par exemple. Ici, nous allons avoir le P de alpha qui va être égal au cosinus de P de alpha. C'est-à-dire que je prends x égale à alpha. Ça, ce sont juste des idées que je suis en train de mettre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que P de alpha lui-même devient un point fixe pour cosinus. C'est-à-dire que si, par exemple, on connaît les points fixes, par exemple, on saura que voilà les valeurs possibles pour P de alpha. Donc, je vais commencer par déterminer les points fixes de la fonction cosinus. Donc, je prends premièrement la résolution de l'équation cosinus de x égale à x. Nous savons que pour que cette équation possède des solutions, il faut que la valeur absolue de cosinus soit inférieure ou égale à 1 et de x, pardon, parce que nous avons cosinus de x qui vaut x. Donc, comme la valeur absolue de cosinus est inférieure ou égale à 1, nécessairement la valeur absolue de x doit être inférieure ou égale à 1. C'est-à-dire que nous devons avoir moins 1 qui doit être inférieur ou égal à x et x à son tour inférieur ou égal à 1. À partir de cet instant-là, nous sommes en train de dire tout simplement que si le x est plus petit que moins 1 ou si le x est strictement supérieur à 1, l'équation cosinus de x égale à x n'admet pas de solution, tout simplement. Nous regardons maintenant le cas où nous avons le x qui se trouve dans la boîte moins 1. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons considérer la fonction f de x égale à cosinus de x moins x. C'est-à-dire que nous envoyons ceci de ce côté-là, puis nous allons étudier cette fonction sur l'intervalle moins 1. Nous savons que c'est une fonction dérivable, d'accord, continue et dérivable. Nous pouvons alors calculer la dérivée. Quel que soit le x élément de moins 1, qu'est-ce que nous avons? Nous avons que la dérivée de cette fonction, ça fait la dérivée de ça qui donne moins sinus de x moins 1 tout simplement. Mais ça, nous pouvons remarquer que quand nous prenons par exemple pour tout x élément de l'intervalle moins 1, on peut commencer par encadrer.
On sait que le sinus de x est entre moins 1 et puis 1. Et donc, on passe l'opposé, c'est la même chose. L'opposé est compris entre moins 1, 1 toujours. À partir de là, on peut ajouter maintenant moins 1 des trois côtés. Donc, ça fait moins 2 qui est inférieur ou égal à moins 1 moins sinus de x à son tour qui est inférieur ou égal à 0 tout simplement. Donc, on vient de montrer que pour tout x élément de l'intervalle moins 1, 1, nous avons moins 1, c'est-à-dire que la dérivée est inférieure ou égale à 0. Mais on peut remarquer qu'en réalité, que cette fonction ne s'annule pas sur l'intervalle moins 1, 1. Pourquoi? Parce qu'on peut injecter ceci dans l'intervalle moins pi demi à pi demi. Vous pouvez le constater. Et donc, si c'est cette trigonométrique, on remarque que sur l'intervalle moins pi demi à pi demi, la seule fois où cette fonction-là s'annule devait être en moins pi demi. Donc, si ceci est strictement contenu dans ça, nécessairement, ça veut dire que quel que soit x élément de l'intervalle moins 1 à 1, la fonction ne s'annule jamais. Conséquence, ça veut dire que pour tout x élément de l'intervalle moins 1, 1, nous avons que la fonction là, la fonction dérivée est strictement inférieure à 0. Du coup, on conclut que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins 1, 1. Maintenant, nous allons calculer ce qui se passe. Nous allons regarder ce qui se passe en moins 1. Ça va faire cosinus de moins 1, moins, entre parenthèses, moins 1. On regarde juste la fonction, puis on calcule. Ça fait quoi? Ça fait cosinus de moins 1 plus 1 tout simplement. Ça va être positif. D'accord? Donc, on calcule f de 1. Ça fait cosinus de 1 moins 1 tout simplement. Ça va être négatif. Puisque 0 appartient, d'accord? C'est-à-dire que nous avons f de moins 1 multiplié par f de 1 qui est plus petit que 0 d'après l'une des conséquences du théorème des valeurs intermédiaires. Ça veut dire que l'équation cosinus de x égale à x admet une solution unique. Admet une solution unique. Une solution unique que j'appelle alpha. On va désigner tout au long de notre exercice l'alpha qui est juste la solution. Ça veut dire quoi? Que la fonction cosinus a un seul point fixe. C'est très important pour nous. Et donc, c'est ce point fixe-là que je vais exploiter pour résoudre le problème posé. Donc, si on vous donne aussi pour le problème du sinus, par exemple, entre parenthèses, ça c'est juste un commentaire. Pour ceux qui vont regarder aussi pour sinus et faire. Donc, pour par exemple, si on remplace cosinus par sinus, vous allez résoudre également le sinus de x égale à x. Vous allez constater que ça admet également un unique point fixe. Et ce point fixe, lui, c'est quand même cohérent, c'est 0 tout de suite parce que le sinus de 0, c'est 0. Mais pour cosinus, ce n'est pas trivial tout de suite. Donc, on va noter simplement ça égal à alpha. Donc, on travaille avec ça. Donc, je ramène le problème. Le problème, c'est que nous avons P de cosinus de x qui donne cosinus de P de x pour tout x élément de R. Ça, c'est le problème. Donc, on va dire que pour x égale à alpha, maintenant, l'alpha, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'unique point fixe de la fonction cosinus. Donc, pour x égale à alpha, qu'est-ce que nous avons? Nous avons P de cosinus de alpha qui va être égal à cosinus de P de alpha. Mais cosinus de P de alpha, et cosinus d'alpha, c'est quoi? C'est alpha. Donc, ça veut dire que P de alpha égale en réalité à cosinus de P de alpha. Donc, regardez très bien cette nouvelle égalité. Nous sommes en train de dire que cosinus de P de alpha, ça donne encore P de alpha, c'est-à-dire que P de alpha est un point fixe. Mais puisque cosinus admet un seul point fixe, ça veut dire que P de alpha n'est rien d'autre que alpha. À partir de cette relation, ça signifie tout simplement que P de alpha est un point fixe. Mais l'unique point fixe qu'on connaît pour la fonction cosinus, d'accord, c'est alpha. On l'a noté alpha. Donc, ça veut dire que P de alpha est égal à alpha. Donc, en d'autres termes, l'alpha qu'on vient de trouver est encore un point fixe pour P. D'accord? Parfait. Donc, on va l'exploiter. Vous allez voir comment ça va marcher. On ramène toujours notre problème. On sait que pour tout x élément de R, nous avons P de cosinus de x est égal
à cosinus de P de ins. Donc, je vais commencer par dériver. Donc, si je dérive tout ceci, j'obtiens P de cosinus de ins. La dérivée de tout ça, c'est égal au cosinus de P de ins. Tout ça dérivé. Si je dérive, qu'est-ce que j'obtiens? Dérivée de fonctions composées. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire moins sinus de x multiplié par la dérivée de P, d'accord, appliquée en cosinus de x, tout simplement. Et ça me donne quoi? Je dérive le second membre, ça me donne quoi exactement? Ça fait P' de x multiplié par moins sinus de P de x. Je peux déjà me débarrasser des signes moins là, et donc ça fait sinus de x multiplié par P' de cosinus de x, et tout ça, ça me donne P' de x sinus de P de x, tout simplement. Maintenant, nous allons évaluer, ça marche, hein, quel que soit le x élément de R, ça marche. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais l'évaluer maintenant au point yn, que je pose égal à alpha, tout simplement, plus 2 npi. Vous voyez, à cause du fait que la fonction sinus, c'est une fonction périodique de période de pi, vous voyez un peu, cosinus aussi, vous voyez, donc je peux l'évaluer en ce point-là pour voir ce qui se passe. Donc, si on évalue tout ça en ce point-là, qu'est-ce qui va se passer? Si vous voulez, on peut aller rapidement, d'accord? Donc, ici, en réalité, si on remplace le ins par yn, donc, puisque la fonction sinus est périodique, donc ceci, ça ne va pas jouer grand rôle ici, ça va juste donner sinus d'alpha. Donc, on obtient ici sinus d'alpha, tout simplement. Mais ici, il faut bien regarder parce que je vais aller beaucoup plus rapidement. La même chose, ici, ça va donner cosinus d'alpha, mais cosinus d'alpha, c'est alpha. Donc, on obtient alors P' de alpha, tout simplement. Ici, ça nous donne alors P', attention, on l'évalue ici. Donc, ça va faire P' de yn. Parfait. Et donc, de l'autre côté, on obtient sinus de P de yn. Faites beaucoup attention, on l'évalue, d'accord, au point yn. Mais parce que yn, c'est tout ça, et que sinus est périodique de période de pi, d'accord, c'est pourquoi l'évaluation en yn donne sinus alpha. Pareil ici, l'évaluation en yn donne cosinus alpha. Or, cosinus alpha, c'est égal à alpha. Voilà pourquoi vous avez ça. Ok, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre les carrés parce que je veux détailler. Hein, je veux tout détailler, d'accord? Je ne veux pas laisser des petites choses là. Donc, je prends les carrés. Donc, j'obtiens sinus carré d'alpha multiplié par P' d'alpha au carré. Ça va être égal à P' de yn au carré multiplié par sinus au carré de P de yn, tout simplement. Ok. Qu'est-ce que nous savons de ça? Ça va faire 1 moins cosinus carré alpha. Vous voyez? Donc, multiplié par P' de alpha au carré égale à P' de yn au carré. Facteur de, on l'applique encore une fois, ça fait 1 moins cosinus carré de P de yn, tout simplement. Mais nous savons que cosinus d'alpha égale alpha. Vous voyez, c'est pourquoi on a choisi cet alpha-là, parce que ça va beaucoup nous aider. Donc, cosinus d'alpha, c'est égal à alpha, et donc on obtient 1 moins alpha carré. Facteur de P' de alpha, le tout au carré, égale à P' de, disons, yn au carré. Ici, maintenant, à cause de la définition des propriétés vérifiées par P, ceci donne exactement P de cosinus de yn, tout ceci au carré. N'oubliez pas la propriété que doit vérifier cosinus. Cosinus de P de yn, c'est encore P de cosinus de yn. D'accord? Donc, on l'a juste remplacé ici. Il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Et donc, ici, ça fait 1 moins alpha carré, facteur de P' de alpha au carré égale à P' de yn, tout ceci au carré, facteur de 1 moins, mais cosinus de yn, comme on vient de le dire, en réalité, ce n'est rien d'autre que cosinus d'alpha, d'accord, parce que la fonction est en périodique, et donc ça donne, disons, P de alpha tout simplement. Mais P de alpha, c'est quoi? On l'a déjà vu tout à l'heure, c'est égal à alpha. Donc, tout ceci, en réalité, c'est 1 moins alpha carré tout simplement. Mais je peux simplifier parce que, bien entendu, l'alpha est bien différent de 1 et moins 1.
parce qu'on sait que moins 1, 1 ne sont pas des points, disons, des points fixes de la fonction cosinus. D'accord? Et donc, on sait que ce n'est pas le cas, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On peut juste simplifier. Et donc, on obtient P' de alpha le tout au carré. En réalité, c'est égal à P' de Y n au carré. Donc, ceci est vrai quel que soit n éléments de z. D'accord? Quel que soit n élément de z, nous obtenons P' de, si vous voulez, je l'écris, alpha plus 2npi. Tout ceci au carré n'est rien d'autre que P' de alpha au carré. Mais regardez très bien ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé parce que ça, c'est une constante. Ne l'oubliez pas, parce que alpha est une constante. Alpha, c'est juste l'unique point fixe pour la fonction cosinus. Donc, c'est une constante qu'on ne connaît pas la valeur exacte, mais c'est ça, c'est une constante. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On peut, parce que ça, c'est un polynôme. P étant un polynôme, sa dérivée aussi est un polynôme. Donc, rigoureusement, on voit clairement que la fonction P' est alors une fonction constante. Mais, pour le voir de façon beaucoup plus rigoureuse, on peut simplement considérer un polynôme que j'appelle Q de Hinz, que je pose égal à P' de Hinz au carré, moins P' de alpha au carré, tout simplement. On peut démontrer, sans doute, que quel que soit n élément de z, on peut voir que Q de yn, c'est égal à 0. Parce que en yn, nous savons que si nous calculons, si nous évaluons ceci en yn, nous savons que ça donne exactement P' de alpha au carré. Donc, quand on fait la différence, ça fait 0. Donc, on constate que ce polynôme-là admet une infinité de racines. Or, le seul polynôme qui admet une infinité de racines, c'est le polynôme nul. Donc, ça veut dire que Q de Hinz est égal au polynôme nul, tout simplement. Par conséquent, ce polynôme que vous voyez là est bien un polynôme constant. Parce que si le polynôme, le carré d'un polynôme, d'accord, est une constante, d'accord, nécessairement le polynôme en question aussi va être une constante, tout simplement. D'accord? Et donc, qu'est-ce que j'ai dit ici? Donc, on va conclure que le polynôme P' en réalité n'est rien d'autre qu'une constante. Donc, par intégration, on constate que le P va être sous la forme A1 plus B, tout simplement. Vous voyez? Donc, en réalité, notre polynôme qu'on cherche, on connaît désormais sa forme. Il reste maintenant à trouver les valeurs de A et B. Donc, pour déterminer les valeurs de A et B maintenant, on va essayer de réécrire le problème. On sait que le cosinus de P de Hinz va être exactement quoi? Va être exactement P de cosinus de Hinz. On peut essayer de remplacer pour voir ce qui se passe. Cosinus de P de Hinz, c'est quoi? Ça va faire cosinus de A Hinz plus B. Ça va être exactement le P de cosinus qui va être A cosinus de Hinz plus B, tout simplement. Donc, c'est ce que nous avons maintenant comme problème. Il s'agit de déterminer les réels A et B pour lesquels nous avons cette information, quel que soit Hinz maintenant. Essayons de regarder ce qui se passe maintenant en Hinz égale à moins pi demi, en Hinz égale à 0 et en Hinz égale à pi demi. Pour voir ce qui se passe. En Hinz égale à moins pi demi, cette relation donne quoi? Si on évalue ceci en moins pi demi, on obtient cosinus de moins A pi sur 2 plus B égale donc en moins pi demi, ceci donne 0 et donc ça fait B tout simplement. En 0, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons cosinus de B tout simplement. D'accord? De l'autre côté, ça fait A plus B. Et maintenant, en pi demi, on obtient cosinus de A pi sur 2 plus B égale tout simplement B. Vous voyez, donc nous avons maintenant ces trois informations-là. On va essayer de regarder ce système-là et voir ce que ce système nous propose. Évidemment, nous avons B ici, nous avons B ici. Nous pouvons prendre la première équation et la troisième équation pour voir ce qui va se passer. On obtient en réalité, si j'appelle ceci 1, l'autre 3, nous avons de 1 et 3. Nous avons tout simplement que le cosinus de, disons, moins A pi sur 2 plus B donne exactement le cosinus de A pi sur 2 plus B. Donc, ça devient une équation trigonométrique qu'on sait résoudre. On va simplement dire que moins A pi sur 2 plus B
est égal à A pi sur 2 plus B plus 2K pi. Ou nous avons tout simplement moins A pi sur 2 plus B égale à l'opposé de tout ceci. Donc moins A pi sur 2 moins B plus tout simplement 2K pi. Je me permets d'utiliser le même K, d'accord, pour ne pas choisir K et K'. Donc ça c'est le OU, d'accord. Et donc nous avons le B qui se simplifie ici. Donc on obtient moins A pi qui nous donne exactement 2K pi. Et ici on obtient ça et ça qui se simplifie. Et donc on obtient 2B, pardon, égale alors à 2K pi tout simplement. Donc, quand on calcule, on obtient tout simplement A qui nous donne moins, disons, moins 2K. Et le B, c'est égal alors à K pi. Donc, ça, c'est le OU. Donc, on va traiter maintenant les informations pas à pas. On prend le premier cas. On peut prendre pour B égale à K pi et voir ce qui se passe. Pour B égale à K pi, on peut maintenant essayer de s'inspirer de ce qui va se passer ici, puisque nous savons qu'à partir de cette relation 3, il faut bien regarder, nous savons que B est compris entre moins 1 et 1. Vous voyez? Donc B est compris entre moins 1 et 1 parce qu'il représente le cosinus de quelque chose. Et donc, puisque B est compris entre moins 1 et 1, ceci entraîne directement que K est égal à 0 parce que si K est égal à 1, nous obtenons pi, ce n'est pas possible. Si K est égal à moins 1, nous obtenons moins pi, ce n'est pas possible également. Et également pour les autres valeurs aussi, ce n'est pas du tout possible. Donc K est égal à 0. B est compris entre moins 1 et puis 1. Vous voyez? Ainsi, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que B égale tout simplement à 0. Mais si B est égal à 0, regardons notre système. Si nous regardons le système, B étant 0, nous mettons également 0 ici. Ça veut dire que nous avons tout simplement le cosinus de 0 qui nous donne 1. A est égal à 1. Donc nous obtenons ici A égale à 1. Alors, A égale à 1. En conséquence, on obtient notre polynôme qui s'écrit sous la forme A1 plus B, qui devient alors tout simplement X. Vous voyez? Donc ça, c'est le premier polynôme. On peut tout de suite vérifier ici que ça marche. Donc on obtient ici P de cosinus de X. D'accord? Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à cosinus, parce qu'on va juste remplacer. Ça fait cosinus de X. Maintenant, cosinus de P de X, c'est normal, c'est encore cosinus de X. Donc ici, le polynôme qu'on vient de trouver, ça marche. Mais ce n'est pas fini, on doit traiter le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est lorsque A égale à moins 2K. Donc ici, on prend maintenant A égale à moins 2 multiplié par K. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, encore une fois, n'oubliez pas tout ce que nous avons comme disons, information. Nous savons que le cosinus de moins A pi sur 2 plus B, c'est égal à B. Nous savons que le cosinus de B, c'est égal à A plus B. Nous savons que cosinus de pi demi de A plus B aussi, c'est égal à B. Donc, nous pouvons également voir ici qu'à partir de cette information, à cause du fait que A plus B est compris entre moins 1 et 1, on voit clairement que la valeur de K possible sont moins 1, 0 et puis 1. Parce qu'en dehors de ça, ça va sortir de la boîte tout simplement. Vous voyez, le A plus B va sortir tout simplement de la boîte parce que B, n'oubliez pas, B est compris entre moins 1 et 1. Donc, le K ne peut que prendre les valeurs moins 1, 0 et puis 1. D'accord? Maintenant, si K est égal à moins 1, qu'est-ce que nous avons? Nous savons que A est égal à, disons, 2. D'accord? A est égal à 2 et on peut facilement trouver la valeur, disons, de B. D'accord? Parce que là, nous avons, tout est là. D'accord? On peut juste dire que nous avons, à partir de ceci, par exemple, nous avons cosinus de, disons, pour A égale à 2, bien, il faut bien remplacer ici. Nous avons cosinus de pi plus B qui donne B tout simplement. Or, cosinus de pi plus B, c'est quoi en réalité? Ça va faire moins cosinus de B égale à B. D'accord? Mais nous savons que cosinus
de B à partir de cette information. Nous savons que cosinus de B, c'est A plus B. Donc, on obtient alors moins A plus B qui nous donne B. Et par conséquent, nous avons moins. Donc, ici, A est égal à 2. Donc, ça va faire moins 2 plus B égale à B. Et donc, ça fait moins 2 moins B égale à B. Donc, nous avons moins 2 qui nous donne moins 2B. Par conséquent, B égale, plus B. Et donc, B égale à moins 1. Donc, nous avons ici le A qui nous donne tout simplement 2 et le B égale à moins 1. Donc, on obtient le polynôme, disons 2x moins 1. Donc, mais on peut vérifier ici que pour cette valeur-là, le P de cosinus de x, c'est en réalité 2 cosinus de x moins 1. Mais le cosinus de P de x ici, ce n'est rien d'autre que cosinus de 2x moins 1. Or, nous savons que ceci, ce n'est pas toujours égal à ça. Il suffit de regarder, par exemple, la valeur, disons, en pi. Si on regarde la valeur en pi, on voit que si le x prend la valeur pi, ceci donne moins 1. Donc, nous obtenons moins 3. Moins 3 ne peut pas être égal à cosinus de quelque chose. Donc, déjà, en x égale à pi, ce n'est pas possible. Vous voyez, impossible. Donc, ça veut dire que ce polynôme ne marche pas tout simplement. Donc, on passe maintenant au cas égale à 0 maintenant. Pour k égale à 0, on obtient tout simplement A qui vaut 0. Ça, c'est très bien. Vous voyez, on obtient A qui vaut 0 parce que n'oubliez pas, A égale à moins 2K. Donc, si A est égal à 0, tout est bien. Ça veut dire que cosinus, à partir de cette équation, ça veut dire que cosinus de B est égal à B. Donc, ici, nous avons cosinus de B qui vaut B. Par conséquent, B est le point fixe. D'accord? L'unique point fixe qu'on avait trouvé, c'est-à-dire que B est égal à alpha. Donc, si B est égal à alpha, le polynôme devient 0x plus alpha, c'est-à-dire alpha. Mais on peut vérifier que le P de cosinus de x ici, ça fait alpha parce que c'est une constante. D'accord? Mais on peut aussi vérifier que cosinus de P de x ici, ça fait le cosinus de alpha parce qu'on a dit que dans ce cas, l'unique polynôme qui marche, c'est ça. Et donc, faites beaucoup attention, cosinus d'alpha, c'est alpha parce que c'est un point fixe. Donc, ça marche également pour ce cas-ci. D'accord? Donc, en réalité, ce polynôme est bien candidat. Polynôme P de x égale à alpha. D'accord? Marche, c'est un polynôme constant. Vous voyez? Donc, ça fait le deuxième cas. Donc, le troisième cas, maintenant, c'est lorsque k prend la valeur 1. Dans ces conditions-là, nous obtenons que a est égal à moins 2. Et on peut faire les mêmes choses comme tantôt là. Et constater tout simplement que B est égal à 1 parce que il suffit d'exploiter le fait que cosinus de ceci, parce que là, le A est égal à 2. Donc, ça va faire cosinus de... On remplace ça ici. D'accord? On obtient moins cosinus de B. On obtient moins cosinus de B égale à B. Or, cosinus de B, c'est A plus B. Ça fait moins facteur de A plus B qui nous donne B. Mais ici, on obtient moins facteur de... Donc, on obtient moins 2 plus B égale tout simplement B. Donc, ça fait 2 moins B égale à B. Donc, 2 est égal à 2B. Ce qui entraîne que B est égal à 1. Voilà exactement ce que je viens de dire. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque tout simplement que le polynôme en question désormais devient alors, disons, moins 2x plus 1. Dans ce cas, on constate que le cosinus de P de x n'est rien d'autre que le cosinus de moins 2x plus 1. Et P de cosinus de x n'est rien d'autre que moins 2 cosinus de x plus 1. On constate que si on évalue ceci en 0 tout simplement, non, parce qu'en 0 ça marche. Je pense qu'on peut prendre tout simplement pi encore, ça va nous donner 3. Et donc en pi ça ne marche pas. Et donc... et voilà quoi. Donc en pi, ça ne marche pas. Parce qu'en pi, tout ceci va nous donner moins 1. Et donc ça fait 3. D'accord? Donc pour x égale à pi, ça ne marche pas. Impossible. Et on ne peut pas avoir l'égalité entre ça et ça. Conclusion, tous les polynômes qui marchent désormais sont les polynômes. Premièrement, le premier polynôme, c'est le polynôme P de x égale à x tout le temps. Et le deuxième polynôme, c'est le polynôme P de x égale à alpha, avec alpha, l'unique point fixe
de la fonction cosinus. C'est très important, d'accord, ce que nous venons de faire. Comme commentaire maintenant, je vous invite à le faire, à faire la même chose pour, disons, le problème sinus de P de ins égale à P de sinus de ins. Vous pouvez partir aussi de l'unique point fixe de sinus pour faire la même chose. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous avez trouvé comme réponse. Et bye bye. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aimer surtout la vidéo.